Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la RTG. Voici les titres de cette édition. L'Institut national des statistiques vient de présenter les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Le taux de pauvreté est passé de 55,2% en 2012 à 43,7% en 2019. Lutte contre la peste des petits ruminants. La campagne vient d'être lancée dans la capitale. Plus de 3 millions de doses seront utilisées dans les 5 communes. L'opération est pilotée par l'inspection régionale de l'élevage de la ville de Conakry. Et puis ce focus sur la mamaya, une danse majestueuse pratiquée plus précisément dans le Nabaya. L'historique et l'évolution de cette danse, c'est dans la page culture de ce journal. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les résultats de l'enquête sur les conditions de vie des ménages sont disponibles. Une réduction drastique du taux de pauvreté est observée. Il passe de 55,2% en 2012 à 43,7% en 2019. La présentation du rapport a eu lieu au ministère du Plan et du Développement économique. Explication Maïmouna Bella Diallo, Algassimouba. Les études menées en 2018 et 2019 sur les conditions de vie des ménages en Guinée constituent une enquête intégrale et harmonisée avec 8 pays africains de l'espace UEMOA et le Tchad. Elle vise à fournir des indicateurs qui répondent aux différents défis de développement. Aujourd'hui, malgré l'existence de la Covid-19, les pays continuent à enregistrer des taux de croissance records en Afrique. Donc c'est qu'il y a une création de richesse d'un côté et de l'autre côté, il y a la répartition de la richesse. Le taux de pauvreté a connu une baisse sensible. Donc cela montre que statistiquement qu'il y a une amélioration des conditions de vie des ménages. Quand une telle étude montre que la pauvreté a baissé, ça montre qu'il y a une bonne utilisation quelque part du travail que le ministère des Mines fait, qui est l'augmentation des recettes de l'État. 5e du genre en Guinée depuis 1992, cette enquête permet aussi d'actualiser les indicateurs socio-économiques dans des domaines comme la santé, le logement, l'emploi, la sécurité alimentaire et la consommation. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique, le taux d'alphabétisme et celui de l'éducation ont galopé entre 2012 et 2019. En Guinée, le taux brut d'alphabétisation est de 39,6%. Le taux brut de scolarisation au niveau du primaire, l'enquête estime que c'est 96%. Au niveau du secondaire, le taux est de 46,7%. Le taux de pauvreté est évalué en 2019 à 43,7% contre 55,2% en 2012. L'enquête touche 8280 ménages pour un taux de couverture de 99,9%. La grande question reste à savoir, est-ce que, avec l'avènement de la pandémie de coronavirus, ce progrès sur la réduction de la pauvreté va suivre son chemin? La prochaine enquête nous édifiera. Dans l'actualité encore, lancement d'un projet d'appui au développement de la filière cajou à Bokeh. La FAO accompagne l'initiative. Plus de 2 milliards sont mobilisés pour réussir le pari et encourager les producteurs. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Selon les dernières études du ministère de l'Agriculture, la région de Bokeh constitue la zone la plus porteuse d'anacarde du pays, avec une production estimée à près de 45 000 tonnes par an. Cependant, le constat révèle que les producteurs de la zone sont confrontés à des difficultés pour la conservation et la commercialisation. Pour assister ces producteurs, le gouvernement guinéen, avec un appui financier de la FAO, lance un projet d'appui au développement de la filière de noix de cajou dans la zone de production de Bokeh. La FAO a toujours été un partenaire traditionnel de la Guinée. C'est pour améliorer la compétitivité de la filière et assurer en même temps une restauration des zones dégradées que le gouvernement s'engage dans ce projet, dont la finalité est à la fois de renforcer la performance de la filière à l'échelle des petits exploitants
notamment dans la transformation et la mise sur le marché de la noix de cajou et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles dans la zone de Bokeh qui constitue le bassin le plus important de production de l'anacarde en Guinée. Dans la zone, quelques groupements évoluant dans la filière de cajou bénéficient de ce projet d'appui de la FAO estimé à environ 2,5 milliards de francs guinéens. Déjà, 3 sites sont choisis pour l'installation des usines de transformation de noix de cajou. Il s'agit de Tamaransi, Kissassi et Madina Kelea. On a constaté que malheureusement les techniques de production ou bien de culture de l'anacardier ne sont pas très bien maîtrisées ici. Donc on va faire en sorte que ces producteurs-là puissent vraiment maîtriser l'itinéraire technique. On a préféré donner cette place au groupement pour l'installation de ces unités. Parce que pour nous, c'est un intérêt commun pour tous les membres du groupement d'abord. Et en plus, ça va servir vraiment à vulgariser cette transformation que nous envisageons beaucoup. Grâce à ce projet d'appui au développement de la filière de cajou de Kakandé, les bénéficiaires pourraient accroître désormais leur productivité et favoriser la reconstruction du couvert végétal fortement dégradé dans la zone. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, lancement dans la capitale Conakry d'une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Plus de 3 millions de doses sont mises à disposition pour éradiquer la maladie. L'opération est pilotée par l'inspection régionale de l'élevage de la ville de Conakry. Moussa Bangoura. Cette opération de vaccination constitue la dernière étape après celle organisée à l'intérieur du pays, piloté par l'inspection régionale de l'élevage de la ville de Conakry. Cet exercice va permettre d'éradiquer la peste au niveau des petits ruminants, une maladie contagieuse mortelle qui provoque des pertes considérables dans les troupeaux. Cette vaccination est gratuite. La Guinée s'est inscrite dans la synergie arrimée mondiale de la lutte contre cette maladie. L'État guinéen, le président Alpha Condé précisément, qui a une attention et un soutien particulier pour le secteur agricole et particulièrement pour l'élevage, a donné tous les fonds d'accompagnement pour la mise en œuvre de la vaccination. Pour ce programme, le gouvernement et ses partenaires techniques ont mis à disposition 3 500 000 doses de vaccins pour la ville de Conakry, afin de toucher tous les quartiers et chefs-tels des différentes communes de la capitale. À Conakry, ce ne sont pas des grands effectifs d'élevage comme à l'intérieur du pays, mais dans les concessions, les gens ont des chèvres, ils ont des moutons. Le petit élevage familial est là, donc nous les avons demandé d'envoyer leurs bêtes pour qu'on les vaccine. On les a dit que c'est gratuit. Il y a 36 quartiers qui sont concernés au niveau de ma commune. À l'heure où je vous parle, tous les chefs de quartier sont informés de notre retrouvaille auprès d'eux dans les quartiers pour le regroupement des animaux, des petits ruminants, chèvres, moutons, où nous devons faire l'opération de couverture vaccinale. C'est quelque chose qui est obligatoire. D'abord pour la santé des animaux et pour la santé humaine. L'objectif est d'éradiquer cette maladie d'ici 2030. La FAO, la CEDEAO et l'Organisation mondiale de la santé animale accompagnent la Guinée dans cette lutte. Au ministère des Affaires étrangères, un programme est mis en place pour favoriser la diversité linguistique des fonctionnaires. Plus de 40 cadres de ce département suivent actuellement l'apprentissage du chinois au centre Confucius de l'Université de Conakry. Reportage Souleymane Kamara, Valérie Talimane. C'est un retour à l'école et cette fois-ci avec un objectif précis. Apprendre à lire et à écrire le chinois. L'exercice se fait dans ce centre où des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont pris place. Un programme du département central piloté par le centre de formation et de perfectionnement diplomatique. Ça fait partie du support de la vision du ministre des Affaires étrangères de commencer d'abord par la formation et le perfectionnement des cadres parce que nous sommes dans un environnement diplomatique extrêmement volatile. Le module va durer entre 4 et 5 mois. Objectif des initiateurs,
encourager la diversité linguistique chez les fonctionnaires diplomatiques. Au centre Confucius de Conakry, ce partenariat sonne comme un signal de l'essor du chinois en Guinée. Je suis très heureux que ce soit encore les affaires étrangères qui ont fait ce jalon. C'est la première. Je suis confiant que les autres départements vont prendre l'exemple des affaires étrangères, puisqu'il n'y a plus besoin de démontrer l'importance d'une langue étrangère, surtout la langue chinoise. Dans les salles de classe, l'ambiance est dynamique et tout commence par des notions de base, l'alphabet, les formules de salutation ou de courtoisie. La langue chinoise peut m'apporter un plus du moment où je suis dans le milieu de la diplomatie, parlant des relations entre les États. C'est une grande opportunité pour nous d'apprendre le mandarin, surtout en Guinée. Apprendre le chinois, c'est comme si on apprenait l'anglais. Donc ça nous permettra au moins de pouvoir booster les compétences comme l'a signé M. le Président de la République, faire la promotion de la jeunesse et faire la promotion des langues, parce qu'un diplomate averti doit être bilingue. Ce programme va se poursuivre et toucher un nombre plus important de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Plusieurs autres s'installeront bientôt dans des salles de classe du Centre d'études de la langue anglaise. Et puis ce communiqué du ministre de la Fonction publique et du Travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre de la Fonction publique et du Travail porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du 25 mai 2021, jour de la fête de l'Union africaine, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Fonction publique et du Travail profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Signé Dr Mamadou Ballo. Le 10e congrès du district 403A1 du Lions Club International a connu l'élection d'une Guinéenne au poste de deuxième vice-gouverneur, un mandat de 2 ans au service de l'action humanitaire. Thierno Ousmane Diallo. Nous avons pour poste de deuxième vice-gouverneur élu. Explosion de joie lorsque l'écran indique qu'à l'unanimité, Mariam Diallo Tunkara est élu deuxième vice-gouverneur du district 403A1 du Lions Club International à l'issue du 10e congrès de l'organisation qui se tient par visioconférence. Félicitations à Mariam. Une consécration pour celle-là qui depuis 29 ans consacre du temps, des ressources et de l'énergie dans des actions humanitaires pour le compte du Lions Club International. Membre fondatrice du club Loura de Conakry, elle va désormais travailler au développement de l'organisation dans 8 pays de la sous-région, la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Gambie, la Mauritanie et le Cap-Vert. Le mandat de deuxième vice-gouverneur chez nous, c'est un mandat où on apprend beaucoup. On se prépare à la mandature de gouverneur. C'est un signal fort pour le lionisme en Guinée. Aussi, c'est un signal fort pour le leadership féminin dans notre association en Guinée et dans notre district. Parce que je vais être la deuxième femme gouverneur depuis que notre association est née en 1954 dans notre district. Pour le mandat 2021-2022, Mariam Diallo Tunkara va travailler aux côtés du premier vice-gouverneur, le Malien Cheikh Nadiawara et le Nigérien Boubé Abdul Khadari, élu président du district 403A1. Ensemble, ils se donnent pour objectif le retour aux fondamentaux du lionisme et une plus grande ouverture de l'organisation aux jeunes. J'inviterai les personnes de bonne volonté à s'intéresser au lionisme. Parce que seul on peut donner, mais si nous nous donnons la main, c'est-à-dire que si nous nous associons à d'autres personnes qui sont capables de donner, on peut faire de grandes choses. Et le lionisme sert à ça.
Autre fait marquant de ce 10e congrès du district 403A1 du Lions Club, le classement du club Loura, celui dont est originaire Mariam Diallo Tunkara, entre les 4 meilleurs clubs parmi la soixantaine que comptent les 8 pays du district. Double satisfaction que partage ainsi la grande famille Lions Club de Guinée, résolue à accompagner la 2e vice-gouverneur jusqu'à l'élection au poste de président du district dans 2 ans. Dans ce journal, un an après la disparition de l'artiste Mori Kanté, les Guinéens se souviennent encore de ce virtuose de la musique aux 16 disques d'or, auteur du célèbre titre Yeke Yeke qui a honoré la Guinée à travers le monde. Un hommage lui a été rendu hier à l'Institut qui porte son nom, une cérémonie sur fond de prière pour le repos de l'âme du dauphin. Reportage Alpha Isiagaba. Le choc a été ressenti au-delà des frontières guinéennes. La mort de l'artiste légendaire Mori Kanté le 22 mai 2020 à Conakry. La date reste désormais dans les annales de la culture guinéenne, voire mondiale. Vénéré en Guinée, mais surtout à l'étranger, Mori Kanté, le griot électrique, aura été l'ambassadeur de plusieurs institutions internationales à travers ses œuvres musicales. Une année après la disparition de l'artiste, des activités culturelles sont organisées en sa mémoire à l'Institut supérieur des arts de Dubrika qui porte désormais son nom. Un hommage à titre posthume que le chef de l'État avait rendu à l'enfant d'Albadaria. Cet institut baptisé à son nom, et ça a été quelque chose vraiment de très fort pour nous, parce que ça veut dire qu'il restera toujours. Et donc nous sommes là aujourd'hui, c'est 1 an, pour venir saluer déjà tout le monde ici, le travail extraordinaire qu'ils font, et vraiment montrer aux personnes qui travaillent ici que ça nous va droit au cœur et qu'on est avec eux. Bien qu'il jouait avec des instruments traditionnels, Mori Kanté avait réussi à conquérir le monde à travers des chansons qui ont fait bouger plus d'un. La disparition de l'artiste du top 50 a laissé un énorme vide dans le monde culturel. Aujourd'hui, l'héritage qu'il a laissé reste ses œuvres musicales et ce complexe culturel Mori Kanté de Nongo. Ses enfants et d'autres artistes guinéens continuent à l'immortaliser. Il est désormais initié une rencontre annuelle pour enseigner à la nouvelle génération l'histoire du célèbre artiste Mori Kanté. Sur le plan musical, Mori Kanté reste au haut niveau. Aujourd'hui, encore depuis hier, j'ai suivi la télé. C'est comme si il venait de disparaître. Et le quartier même, quand vous y allez, on dit c'est le quartier Mori Kanté. Ça ne quittera plus. Ça restera toujours. Son nom restera gravé là en lettres d'or. Et son centre culturel, il avait voulu grandiose et il est grandiose. Des dispositions seront prises pour justement faire de ce centre un véritable centre culturel Mori Kanté. Au-delà des prix avec les institutions internationales, l'artiste Mori Kanté avait obtenu près de 20 disques d'or. À l'occasion des concerts et autres rencontres officielles, la star planétaire a toujours arboré sa mythique tenue blanche et brandit fièrement sa couronne. Après la pandémie du Covid-19, il est prévu une cérémonie nationale à la mémoire de l'artiste Mori Kanté. Dorampé, grand homme, et dans la diversité culturelle de notre pays, on dénombre plusieurs danses. Parmi elles, on vous présente ce soir la Mamaya. Elle se démarque par son authenticité. Chez les hommes, la Mamaya se danse avec la canne à la main, en tournant autour de soi-même avec aisance et cadence. L'histoire de cette danse avec Mikini Moussa Kamara, Mamadou Alpha Baldé. La Mamaya est une danse de la savane guinéenne. Solennelle, elle est exécutée sur un rythme cadencé, le tout dans une parure tout aussi magnifique. Parée de beaux atours, pas n'importe lesquels, des basins riches, brodés ou non, appuyés sur des cannes ou agitant des foulards, danseurs et danseuses font la ronde majestueuse dans 2 cercles distincts.
un pour les hommes et un autre pour les femmes. C'est aussi la chorégraphie et des représentations linéaires où les danseurs sont alignés les uns derrière les autres, coiffés de bonnets blancs et drapés de boubous amples, blancs et bleu clair, symbole de la sincérité et de la pureté dans l'amour. La canne en main est agitée en signe de noblesse, les babouches neuves, fièrement arborées par les hommes, et les femmes rivalisant de beauté en agitant des foulards chatoyants. Partout où il y avait un embryon de peuplement mandingue, la mamaya a fait son entrée et s'est imposée comme le genre musical le plus prisé des populations. La mamaya avance irrésistiblement vers son premier siècle d'existence et qu'on a l'impression qu'elle n'a pris aucun ride, ni de la manière dont elle est dansée, ni surtout à cause de l'engouement qu'elle continue de susciter dans l'espace mandingue, dans le cœur de Mandingue. Le caractère traditionnel et populaire de cette danse en fait une identité sûre du patrimoine culturel national. Pour son histoire, retenons que la mamaya a été importée en Guinée à partir de la République du Mali par des commerçants natifs de Kankan. La mamaya est très loin de nous. Aujourd'hui, ça fait que tout le monde s'approprie, mais de sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ça a fait des traversées. Et en un premier temps, s'il ne portait pas le nom mamaya, c'était le Bondon, originaire du Mali, en passant par Sigiri et arrivé à Kankan. Mais le nom mamaya est de Kankan. Le nom mamaya est de Kankan. Et là, c'est à partir de 1946, 46-47. Et l'éclosion, c'était dans les années 48-49 et que ça s'est éparpillé partout à Kankan et dans le Baté de façon générale. Depuis les années 40, cette danse a fait irruption dans la ville sainte de Kankan grâce au colporteur qui faisait la liaison entre Bamako et Kankan par le biais du fleuve Milo, qui était navigable à l'époque et jusqu'à plus récemment. En fait, c'est des Mandés, Bambananfoun, Maninkafoun, Djulafoun, dans la ville marchande de Bamako, qui faisaient cette danse. Et ça a beaucoup plu aux Mandés de Kankan qui en ont fait leur danse. Et depuis, le foyer a déménagé de Bamako à Kankan. Des griots comme Djanka Amo, Mfa Sidi et ses enfants l'ont adapté à la kora et au balafon. Dans les années 40, le succès est fulgurant, la mamaya se répand en Afrique de l'Ouest. C'est l'âge d'or des groupes traditionnalistes qui l'ont adopté. Fut le premier à y introduire le balafon. Mamadi Kondé, les enfants de Sididou aussi ont commencé à jouer du balafon. C'étaient des frères. Le premier jouait ce Dandio Sekou, le second ce Bandia Sidibé. Il le faisait pour mobiliser. C'est un jeune venu de Dingiraye qui a introduit la canne dans la danse. Il agitait la canne avant de la planter. En ce moment, il n'y avait pas de canne dans la danse chez nous. C'est après lui que tout le monde s'est muni de la canne. Jadis, le costume de danse de la mamaya était libre. Il a fallu l'arrivée de l'érudit Karamo Sekouba Chérif, communément appelé Cheikh Fantamadi Chérif, pour réglementer son accoutrement de danse afin d'éviter l'extravagance et le rapprochement des hommes et des femmes. Le tout reposant sur des principes cardinaux qui abordent les habits non conformes, les injures, le mensonge, le détournement et les attitudes indignes qui y sont fortement interdits. La place publique de Chérifoula à Kankan, située devant la concession de l'érudit, a la notoriété incontestée et l'espace dédié pour abriter les festivités. Ce choix, loin d'être fortuit, permet à la notabilité d'avoir un œil sur les comportements des jeunes qui pourraient tomber
dans des travers, surtout pendant des cérémonies de fêtes traditionnelles, religieuses ou de camaraderie d'âge appelées à Maninka Sédé. Cette mamaya est une danse traditionnelle et que nos parents ont accepté malgré toutes les difficultés que les organisateurs ont eues au départ avec les religieux. Et parce que Kankan étant réputé comme une ville religieuse, donc les anciens n'entendaient pas qu'il y ait, comme on appelle, des jeux de tam-tam à côté. Mais la jeunesse, ne voulant pas quitter le milieu social et aller se faire recréer ailleurs, cela amenait beaucoup de difficultés et on n'avait même pas la possibilité de les contrôler. Alors il y a certains sages qui se sont ajoutés à cette jeunesse pour convaincre les religieux afin que la maman soit acceptée et que les critères soient mis à côté. Les catégories sociales les plus remarquables dans la promotion et la pratique de la mamaya sont des associations de jeunes, de personnes adultes et de cancanais de la diaspora qui tiennent particulièrement à conserver cette danse comme une identité, mais aussi comme un instrument de développement socio-culturel. Fondamentalement organisé par les différents sérés. Donc la mamaya n'a pas de sens si les sérés ne sont pas là. Parce que c'est les sérés qui se sont mobilisés, qui se sont organisés pour s'en approprier et ensuite l'organiser entre les 5 sérés qui existent à Kankan. C'est-à-dire Sandiaya, Remakonoya, Doudiaya, Yamanadiaya, Dandiaya en fait. Donc c'est les 5 sérés qui existent à Kankan et qui font la ronde de sa création vers les 1751 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, jusqu'à preuve contraire, nous maintenons notre programme d'organisation de la mamaya cette année après chaque fête de Tabaski parce qu'on en a l'habitude. Nous recevons nos frères d'ailleurs, qui ne sont pas seulement de Kankan, mais tous ceux qui sont concernés par cette folklore, par cette danse traditionnelle, et depuis dans les années anciennes, et nous sommes toujours ouverts à les recevoir. Et Kankan est prêt toujours à répondre à son nom historique Nabaya. Nabaya qui veut dire la terre des étrangers, la ville franche, et qui est prêt à recevoir toute d'autres communautés à condition que vous respectiez les principes de base qui s'y trouvent, et la bonne cohabitation, l'entraide et la sociabilité. Dans l'opinion publique, il n'est pas rare d'entendre certaines personnes assimiler la mamaya à la pagaille, au désordre. Volonté délibérée de porter atteinte à un patrimoine culturel ou rançon du succès. En tout cas, cet état de fait ne laisse pas indifférents les gardiens de nos cultures et mœurs. Qui ne comprennent pas ce que c'est que la mamaya, croire que la mamaya c'est de la bagaille, la mamaya c'est du mal, la mamaya c'est du... Non, c'est pas ça. Parce que dès que tu fais quelque chose de mauvais aujourd'hui, quelqu'un dit tu crois que c'est de la mamaya. Attention, on appelle les gens qu'on vient pour faire la mamaya. Parce que la mamaya, c'est la mamaya qui a comme résultat construction des écoles, addiction d'eau, ainsi de suite. Prenons un exemple sur Kouroussa, on nous dit la fête des mares. Quand on dit la fête des mares, ce n'est pas à cause des poissons, mais quand ils se retrouvent là-bas, c'est une occasion pour eux de discuter sur le développement de leur cité. Voilà, c'est comme ça. Si les autres font ça dans les fêtes des mares, Kankan fait ça dans la mamaya. Vous voyez que c'est tellement sérieux, que c'est tellement respectable que l'habillement même te montre que c'est du respect. Parce que les femmes portent des grands boubous, les hommes aussi des grands boubous avec des bonnets, ainsi de suite. Et la danse, c'est une danse très respectueuse. Vous voyez partout dans ce monde-là, il y a la culture, comme chez les Arabes, on dit Sakafatul Arabiya, c'était la culture arabe. Ils ont leur danse propre à eux-mêmes là-bas qui a son nom. Et chez nous aussi, c'est comme ça. Notre danse, c'est la mamaya. Cet intérêt grandissant a ainsi amené le gouvernement guinéen à initier le projet de centre culturel de la Grande Mamaya de Kankan. À l'occasion de chaque fête de Tabaski, les Guinéens originaires de Kankan et ceux de la diaspora se retrouvaient pour célébrer cette danse traditionnelle qui est très majestueuse. Et aujourd'hui, c'est devenu un facteur de développement socio-économique parce qu'à travers cet événement, beaucoup de projets socio-économiques ont été financés et c'est un facteur d'unité des fils de Kankan. La RDC et le Congo-Brazzaville ont fait une requête à l'UNESCO afin que la rumba soit inscrite dans le registre du patrimoine mondial culturel.
Bon, je crois pour la Mamaya, un pas est déjà franchi parce que en 2018, il y a eu la pose de la première pierre du centre culturel Mamaya à Kankan. Et comme vous l'avez constaté, ce journal était à forte tonalité culturelle ce soir. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG. La lucarne du journal télévisé sur les institutions républicaines et les grands services de l'État. Les institutions républicaines et les grands services de l'État, attributions, missions, les femmes et les hommes qui les animent. Le journal télévisé braque ses projecteurs sur ces administrations qui font la République. Des reportages grand format, des invités. La rédaction politique vous propose de découvrir ce lundi 24 mai 2021 à 20h30 la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Avec le 20h30, informons autrement.